On profite de cette période pour ressortir quelques sujets développés par nos chroniqueurs durant cette saison 2014-2015. En décembre de l'année dernière, Uber faisait déjà des vagues. Et pas qu'en Belgique. Fin 2014, on pouvait même parler de série noire. Ils sont pris ici en moins d'une semaine une série de revers importants. Donc d'abord, la ville de Portland, en Oregon, qui a dit ben non, Uber c'est non réglementé et illégal. Donc au revoir Uber à Portland. Même s'ils ont eu un certain nombre de soutien, 7000 personnes qui ont signé une pétition, bah, c'est quand même illégal, donc au revoir. Ensuite, ils se sont fait interdire, on parle toujours ici dans moins d'une semaine, en Inde, parce qu'il y a une passagère qui s'est fait violer par un chauffeur opérant pour Uber. Donc panique à bord, un viol, on interdit Uber. Voilà, c'était, bon, alors il y a des problèmes légaux derrière, hein, mais voilà, les autorités disent que Uber n'a pas vérifié les antécédents du chauffeur et il n'y a pas de GPS à bord, donc voilà, c'est interdit, salut, au revoir. Alors, on continue. Lundi, ils se sont fait interdire aux Pays-Bas. Oui. Parce que voilà, les conducteurs qui transportent des personnes dans une voiture contre paiement et sans licence enfreignent la loi. C'est la même loi que chez nous, hein, aux Pays-Bas, c'est le même principe. Oui. Donc ils ont essayé de se défendre, mais voilà, c'était cuit. L'Espagne l'a fait l'interdiction d'Uber Pop sur tout le territoire, sur la demande des taxis, des chauffeurs de taxi madrilènes, donc de Madrid. Hein, oui. Donc c'est cuit pour l'Espagne aussi. Et on continue, c'est pas fini, hein, donc toujours en une semaine, les mecs doivent commencer à pleurer des larmes de sang. Alors Uber vient des States, ça vient de San Francisco, et ils se sont fait interdire à Los Angeles et San Francisco. C'est moche. C'est quand même moche, pour pratique trompeuse. Parce que là, effectivement, de nouveau, il disait que pour $1, quand tu t'inscris, il vérifie l'identité du chauffeur de taxi Uber. Apparemment, selon les autorités, ce truc est plutôt très virtuel et la vérification est très laconique. Ils disaient donc, vous nous trompez. Et alors, pour terminer, la Thaïlande est en train d'effectivement... aussi interdit, et le 12 décembre, donc le jour de la publication de ce podcast, la France va aussi se prononcer sur l'interdiction ou non du beurre sur son territoire. Donc voilà, en une semaine, ils se sont pris une branlée mondiale. Ouais, comme quoi, on peut on peut avoir de bonnes idées, et puis de temps en temps être confronté à l'aspect légal de l'idée que l'on a eue. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours très... c'est des fois complètement irresponsable, c'est des fois un petit peu difficile, il y a des mentalités à faire évoluer, et ça va prendre certainement du temps. C'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a pas mal d'autres applications qui fonctionnent et qui sont légales dans tous ces pays. Ouais. Mais Uber, lui, est très controversé par les taximens, parce qu'à partir du moment où le gars rentre dans une voiture, tu payes à la minute et au kilomètre. Alors qu'en fait, voilà, ça c'est vraiment... comme on le paierait dans un taxi. Oui, on est trop proche encore du concept du taxi, en fait. Ça doit être sans doute là qu'est le problème, c'est que la comparaison est vraiment évidente, et que du coup, forcément, ça peut heurter des gens dont c'est le métier depuis longtemps. Et puis voilà. Fin de l'année dernière, il était temps de faire quelques bilans. L'un d'entre eux a concerné 2 produits qui ont, on peut le dire, on fait un flop, le bracelet Microsoft Band et la fameuse Google Glass. Alors, il y a effectivement, c'est la fin de l'année, donc tradition oblige, il est de bon ton de se rappeler les événements de l'année écoulée et de descendre en flammes les trucs qu'on n'a pas appréciés. C'est la rétrospective. Voilà, c'est la rétrospective, c'est une grande tradition journalistique à laquelle le marché de l'IT n'échappe pas. Et donc, il y a un journal qui s'appelle Business Insider, qui est fort connu au Royaume-Uni, qui a fait l'exercice de sortir les 10 flops les plus marquants de 2014. Alors là-dedans, il y a des trucs dont je suppose, vous n'aurez jamais entendu. Bon, iCloud figure en bonne place dedans, évidemment. iOS 8.1, iOS 8, etc. aussi. Clink, vous connaissez Clink ? Non. Mais voilà, c'est pour ça. C'est bizarre. Voilà. Et alors, effectivement, on trouve en tête de liste les Google Glass et Microsoft Band. Alors, Microsoft Band, c'est quand même un truc qui est un peu un ovni.
qui a débarqué sans que personne ne s'y attende. Microsoft a dégainé un jour le band sans vraiment prévenir. Et je serais tenté de dire que tout le monde était un petit peu favorable, tellement surpris, tout le monde s'est dit « Oh, c'est pas mal finalement », mais par surprise. C'est pas mal. Mais pas pour moi. Mais voilà, mais à partir du moment où on s'est un peu penché sur l'objet en lui-même, on s'est vite rendu compte de deux choses. D'abord, l'autonomie était déplorable et empêchait toute utilisation sérieuse de l'objet. Et puis deuxièmement, ce qui est assez gênant pour un bracelet connecté, c'est que la connectivité était plutôt vachement foireuse parce que le Bluetooth marchait quand il voulait bien. Ah. Ça, donc embêtant. ça sent quand même très fort l'objet qui a été sorti très très vite sans vraiment être testé pour répondre à un besoin du marché ou tout simplement pour être sur le marché à tout prix. Et voilà, et donc ça a pour résultat que l'objet se retrouve dans le top 10 des flops de 2014. Pour les Google Glass, c'est un peu plus nuancé parce que l'ambition de Google, quand ils ont sorti les Google Glass, n'a jamais été de sortir un objet mainstream de consommation de masse. Ça a toujours été quelque part un prototype de ce que Google peut accomplir dans le domaine du wearable computing. Et donc, les critiques qu'on a adressées à l'appareil, à savoir la faible qualité des optiques, la difficulté de prise en main, le fait que l'autonomie aussi était assez désastreuse. On se rappelle, 45 minutes d'autonomie si on filme la vidéo en continu, ouais. Et à peine une journée en utilisation vraiment light, le peu d'applications, le peu d'utilisation finalement au quotidien pour monsieur tout le monde, ce sont des critiques un peu gratuites. Donc moi personnellement, je l'ai repris effectivement dans les flops de 2014 si on se positionne sur une optique grand public consumer, mais je trouve que d'un point de vue technologique, c'est pas un flop. C'est un bel exercice, c'est une belle démonstration que Google a réussi à faire et qui va ouvrir la voie à toute une série de choses qu'on va voir arriver dans les années à venir. Donc c'est un flop en demi-teinte. Est-ce que tu comparerais ça à de la haute couture par rapport à la confection Ça pourrait. Ça pourrait, effectivement. C'est une démo technologique ici, en fait. D'accord. Donc finalement, c'est qu'un demi-flop, en quelque sorte. C'est qu'un demi-flop. On va dire que le flop, ça va être Clink, dont personne n'a entendu parler. Ça me rassure, parce que moi non plus. Un jour, il faudrait que tu nous montres ce que c'est. Seb, oui ? Dis-nous. Oui, à propos, j'ai envie de réagir sur les deux points, mais super rapidement. D'abord, Microsoft, je suis quand même déçu parce que effectivement, leurs trucs ont l'air. Ce dernier n'était pas terrible et pourtant, ils ont toujours fait du super matériel. Moi, j'ai toujours été un énorme fan de leur matos, ce qui était clavier et souris. J'ai quasi que ça. Donc, j'espère qu'ils reviendront quand même avec du bon matos dans les prochaines années. Et sur les Google Glass, c'est parce que mon sujet suit avec exactement quasi la même chose. Il faut savoir qu'il y a quand même déjà eu deux versions. Hein. Donc il y a des critiques sur l'autonomie, mais il y a déjà une deuxième version et probablement qu'une version mainstream sera basée sur une troisième ou une quatrième release. Sur la critique, et on va peut-être clore là le sujet Google Glass, mais sur la critique des applications peu nombreuses pour les Google Glass, ceux qui font les applications, ils ont eu accès à l'outil, au kit de développement, etc. Bon, c'est pas nécessairement toujours Google qui doit tout faire. Ils ont initié quelque chose. Après, c'est un petit peu à tout le monde à se prendre en charge et essayer de créer des choses autour. Maintenant, si les développeurs n'y croient pas, ça c'est un autre problème. Ça, évidemment, ça ouvre un autre dossier. Comme chaque début d'année à la faveur du CES, si on exclut les grandes tendances technologiques, on déniche aussi des produits atypiques. C'est le cas du Transfer Jet de Toshiba. Qu'est-ce que c'est que ça ? Justement, je sais pas. Non, sérieusement. Ce que j'ai déjà remarqué, en fait, c'est que les trucs que j'aime bien dans les salons comme le CES et auparavant, pour ceux qui allaient, le CeBIT, etc., c'est que parfois le plus improbable côtoie le plus what the fuck, en gros. Et donc, entre les deux extrêmes, j'ai repéré un petit bidule dont, pour être tout à fait honnête, j'ai pas encore compris l'utilité profonde. Donc peut-être que vous pourriez m'aider, vous, une fois que j'aurai expliqué ce que c'est, à saisir le fondement de la chose. D'accord. Donc le Transfer Jet, c'est un petit bidule qui est construit par Toshiba et c'est un périphérique pour e-brol. À la base, voilà.
Ça se présente comme un petit dongle. Avec la bonne connectique Lightning. Exactement. Ouais. Donc ça se présente comme un petit dongle à connecter sur l'entrée Lightning de votre iPhone, votre iPad ou votre iPod Touch. Ouais. Et ça va vous permettre de transférer entre deux e-brolls ou entre un e-broll et un PC équipé de la version USB et dongle, parce qu'il y a aussi la version USB, des photos, des documents, des vidéos à une vitesse assez ébouriffante de 375 mégabits seconde. Ça, c'est bien. C'est pas mal. Seul hic, il faut que ça fonctionne à une distance maximale de 3 cm. Donc, ça se base sur une technologie qui a été développée à l'origine par Sony. Ouais. Et c'est assez proche du NFC. Bon, on parle d'ici quand même d'un NFC dopé aux stéroïdes et à la coke non coupée. Donc, c'est quand même du solide. Là où ça devient par contre un tantinet problématique quand même, restons sérieux, c'est qu'il y a des tests préliminaires qui ont été faits par divers sites, pas des plus crétins comme Verge ou Gizmodo. Et donc, lors de ces tests, non seulement le bidule n'a jamais atteint les vitesses promises, au mieux les testeurs ont obtenu des débits de l'ordre de 70 à 80 mégabits seconde avec le vendang d'eau, donc grosso modo du 10 mégabits. Ouais. Du 10 mégasecondes, ce qu'on atteindra facilement, voire qu'on doublera et triplera avec un câble USB. Mais le plus grave, c'est que sur le temps du test, c'est-à-dire à la louche une grosse demi-heure, ils ont noté du côté iBroll une diminution de la charge de batterie de 15 à 20%. Ah, c'est quand même pas mal, donc, oui. Côté consommation, j'aurais tendance à croire que c'est pas totalement maîtrisé, ou alors le second effet qui se coule, c'est que ça vous fournit un radiateur d'appoint. Oui, c'est ça. Ça fonctionne, d'après ce qu'on peut voir en tout cas sur l'illustration, avec une application propriétaire. Exactement. Donc là, encore une fois, vous êtes limité dans ce que vous pouvez en faire, dans ce que vous pouvez mettre. Clairement, le but avoué est de disposer d'un réservoir d'applications, d'un réservoir de documents que vous pouvez charger, décharger sans contact. Oui, mais à cette distance-là, est-ce qu'on ferait pas mieux de brancher un câble ? Alors, voilà, c'est là que la partie un peu what the fuck reprend le dessus. Quelle est l'utilité fondamentale ? Surtout que, si on réfléchit 2 secondes, Apple a déjà implémenté AirDrop. AirDrop, dans la dernière version d'iOS, permet déjà de se balancer des photos, des infos, des documents, etc., d'un Mac à un iPhone, d'un iPhone à un iPhone, d'un iPhone à un iPad, etc. Déjà, avant AirDrop, il y avait moyen de bumper de téléphone, on se rappelle le geste. Oui. Pour les faire échanger des infos de contact, etc. Donc, à part le partage instantané, et encore instantané, c'est relatif, quand on voit les vitesses, à part le partage instantané entre 2 téléphones de plante centrale de secret nucléaire belge, centrale nucléaire belge, ou de partager des films de vacances, je sais pas. Donc, je vous pose la question, pour les 30 € que ça coûte, en plus, et pour le fait d'aller aujourd'hui le chercher au Japon et dans quelques semaines dans le reste du monde, à votre avis, ça sert à quoi ? Oui, c'est ça. Enfin, est-ce que c'est une démonstration technologique est-ce que ça préfigure d'autres choses ? Je sais pas, ça m'a bien fait rigoler en tout cas. David a peut-être une opinion là-dessus. Le truc, c'est que effectivement, après le problème, c'est que l'objet en tant que tel, il peut avoir des utilisations. Il faut savoir que, comme Marc l'a dit, c'est une technologie qui est co-développée avec Sony, donc qui est intégrée dans certains de leurs appareils photo. Et donc ça permet aussi de faire des transferts très rapides d'un appareil photo à un smartphone. Le câble pour le faire, il n'existe pas sous iOS. Donc on n'a pas de câble Lightning vers un appareil photo Cybershot de chez Sony. Donc là il y aurait une vraie première utilisation. Ouais, mais il y a des lecteurs de carte mémoire qui fonctionnent avec Lightning. Voilà, c'est ça. Mais donc après ici, le gros problème, c'est le côté test qui a été fait par des gros blogs américains et qui donnent des taux de transfert qui sont catastrophiques parce qu'effectivement à ce moment-là le Wi-Fi est plus que suffisant et les appareils sont tous équipés maintenant de Wi-Fi et c'est facile de passer sous iOS ou sous Android et de récupérer les photos d'un appareil externe. Le seul truc qui peut être intéressant, mais j'ai un peu du mal à imaginer le cas de figure, c'est 2 appareils iOS qui ne se connaissent pas, qui ne font pas partie de la même famille, qui voudraient échanger des gros documents. Ouais. Parce que de nouveau, le câble iOS vers iOS, iPhone, iPad vers iPhone, iPad n'existe pas. Donc on est toujours obligé de passer par le cloud. Et donc là, on se retrouve avec les limites qu'on connaît au niveau des connexions Internet et des choses comme ça.
Oui, effectivement. Donc, ça coûte 40 € aussi, hein, faut pas non plus, voilà, oui, c'est quand même 40 pas une €. fortune. Bah non, c'est mais pas une fortune. c'est quoi. 40 €. 30 €. 30, pardon, 30. Oh, c'est pas cher. Non, mais là, maintenant, sérieusement, 2 secondes. La seule chose que je vois par rapport à cette technologie, c'est que oui, ça pourrait être intéressant à partir du moment où ça devient quelque chose embarqué en standard, où je n'ai pas ce gros dongle disgracieux qui dépasse de mon téléphone, que ce soit sur un iPhone ou ils ont annoncé une version Android aussi, donc on aura aussi un truc à connecter avec un port micro USB. Mais à partir du moment où le bidule est intégré dans mon téléphone, comme la recherche sans fil, comme d'autres trucs, là, ça devient effectivement quelque chose d'intéressant. Oui. Et le surcoût nécessaire pour embarquer ça dans une gamme de téléphones standard est négligeable à partir du moment où on ne la fait pas décliner sur l'acheteur final. Moi, ce qui me dérange le plus dans l'histoire, je vais vous le dire, c'est ce programme propriétaire qui me dérange un petit peu. Dans le sens où, à la rigueur, le dongle, dans un premier temps, on va dire, parce que tout le monde ne peut pas avoir intégré cette technologie tout de suite, pour patienter, on va dire. Le dongle, il me dérange pas trop, mais à condition que je puisse l'utiliser facilement dans un écosystème qui est chez moi, mon réseau Wi-Fi, ma connexion Internet, par exemple pour faire du Skype ou autre, ou partager des fichiers effectivement un peu plus lourds à une vitesse raisonnable dans un réseau interne ou même en entreprise. Là, je pourrais comprendre, mais avec un programme propriétaire comme ça, qu'est-ce que je vais pouvoir bien partager à part des images, enfin des fichiers physiques je vais pas pouvoir améliorer, on va dire, la connectivité d'applications de visioconférence, par exemple, pour ne citer que ça. Ben non, donc effectivement, il faudra voir quelles sont les applications qui pourront venir se greffer sur cette technologie. Et comme toujours, c'est de l'écosystème logiciel que va dépendre le succès de ce petit matériel. Autre bidule atypique mais très fonctionnel, Amberlight est un produit qui en février dernier était déjà très En prometteur. fait, c'est un projet Kickstarter qui date de l'année passée, mais qui est rentré donc qui a été de kickstarté complètement, qui a été un des gros succès aux États-Unis, et ils refont parler d'eux maintenant puisque les produits vont commencer à être disponibles, donc on peut sur leur site faire des précommandes qui devraient être livrées d'ici 3 mois, mais qui apporte une nouveauté dans le monde des ampoules connectées, parce que au lieu de devoir changer toutes les ampoules, vous allez juste devoir ajouter un socket. Et donc, eux ne s'occupent que de la partie socket et donc transforment toutes vos anciennes ampoules en ampoules connectées. Ils vont même relativement loin puisque le socket est compatible avec le Bluetooth et utilise le Bluetooth, et donc vous pouvez aussi, en fonction de vos déplacements et de la présence ou non de votre smartphone dans la pièce, voir vos lampes s'allumer et s'éteindre. Donc voilà, comme toutes les autres marques, ils partent sur le principe c'est écologique, vous allez faire des économies, ceci, cela. Ils rappellent quand même que leur socket est capable de gérer le côté dimmable ou non dimmable des ampoules. Donc, si vous avez déjà des ampoules LED dimmables, votre socket va être capable de garder cette option-là. Oui, parce qu'il faut faire attention, toutes les lampes ne le permettent pas. Les lampes. Voilà, non, il faut que l'ampoule soit compatible, ça c'est sûr et certain. Donc, le seul défaut, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est disponible qu'en socket vissé. Donc, pas à gâchette. Voilà, donc il n'y a pas de système comme on peut retrouver sur les spots LED par exemple. Le système français, la gâchette. C'est ça, le principe de gâchette. Au niveau du tarif, ça permet d'équiper des maisons complètes parce qu'on n'est pas non plus sur un tarif assassin. On est à $49 l'unité et on tombe à $39 par 10. C'est pas mal. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait raisonnable. C'est un petit peu produit connecté actuellement, donc c'est limite du plug and play puisque ça se connectera automatiquement à votre routeur et l'administration se fait à partir d'une tablette ou d'un smartphone avec une application qui existe pour iOS et pour Android. Il y a une limitation du nombre de sockets commandables par l'application ou a priori non, puisque on peut commander plusieurs kits de 10. C'est ça, donc, on se doute bien qu'on va pouvoir les gérer avec l'application. Gaffe quand même à vos abat-jours, parce que ça prend de la place. Ce socket est quand même, sans être très volumineux, il prend plus de place que tout simplement, c'est logique. Donc il va falloir faire attention, tous les sockets ne le permettent pas. Vous risquez d'avoir des débords si c'est vraiment des systèmes des choses peu esthétiques, ou des choses peu esthétiques, effectivement. Un commentaire peut-être du côté de Sébastien, ça je m'en doutais.
Alors, j'adore, Ouais. mais alors, je veux juste réagir sur une mini-phrase de David. Si vous voulez faire... Ce projet vous annonce que vous allez faire des économies. Si vous voulez faire des économies, il y a beaucoup plus simple. Éteignez. Acheter des contrôleurs de prise D-Link. Oui. C'est tout. Oui, mais ça c'est juste pour les prises. Ici on parle des sockets. Mais D-Link va en faire. Oui, sûrement. J'en suis persuadé. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, ce genre de truc. Il existe des systèmes qui sont certainement moins orientés objets connectés, domotique, etc. Infrarouge, quoi. Juste avec la petite télécommande, ça existe, certes. Mais ici, bon, il y a quand même une promesse derrière avec une application qui va peut-être avoir des applications tierces qui vont permettre de gérer ce type d'objet. Moi, je trouve ça plutôt rigolo. Je sais que Marc, lui, s'en fout un peu. ce genre d'objet, lui, non. Non, c'est pas que je m'en fous, mais je suis peut-être pas assez geek en fait. Ah, c'est peut-être ça. Alors, retournons donc voir les épisodes 1 et 2, sommes-nous geeks ou pas, produits au moment des fêtes. Je vous invite à aller les revoir. Apparemment, à l'époque, Marc était geek, mais il a pu changer. C'est possible. On a fini Oui. Il essaye des montres. Oui, mais il ne les porte pas. À très bientôt pour d'autres best-of de la première saison d'Ec Techno, avant d'en entamer une nouvelle avec d'autres actus technologiques. À très bientôt.